Nous le savons tous, les berrichons ont un peu le moral dans les chaussettes. Avec l'inflation, la précarité, les 49.3 à l'appel, une petite dose supplémentaire de glyphosate et bientôt des méga-bassines, il paraît qu'ils en annoncent 8. 2 EPR nucléaires, voilà, à Belleville, etc. Alors beaucoup d'entre eux ont l'intention, beaucoup d'entre eux ont l'intention de se tourner vers un gros nuage noir menaçant qui est le RN. Oh. Si d'après la chanson de Zao, il fait toujours beau au-dessus des nuages, plus que jamais, nous devrions souffler, crier encore plus fort pour repousser ce nuage. Peut-être pourriez-vous rappeler, Marine, pourquoi ce mouvement des écolos et dire que plus que jamais, et ça j'aime le dire, que l'écologie est politique. Marine, c'est à toi. Que vous m'applaudissez, j'enlève ma veste. C'est pas la peine de réapplaudir, je n'irai pas plus loin. C'est dommage, on dirait que c'est arrêté à ce moment-là. Ah bah c'est très dommage, effectivement. Alors, pourquoi les écologistes? Vaste question. Donc moi, vous savez, je suis secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je suis adhérente depuis à peu près 2009. Mais nous avons été précédés par des générations d'écolos. Et moi, je rends toujours hommage à celles et ceux qui nous ont précédés, à celles et ceux qui ont été précurseurs. Et on ne va pas dire que c'est simple d'être écologiste aujourd'hui. Mais sûrement est-ce plus simple que, par exemple, dans les années 70, où quand vous expliquiez que les gaz d'échappement étaient dangereux pour la santé, vous rigolez à la figure en disant « oui, super, retournez dans le Larzac ». Moi, je pense souvent à René Dumont avec son verre d'eau. Vous vous rappelez qu'il tendait ce verre d'eau en disant « ceci est un verre d'eau et bientôt il en manquera ». Et lui aussi, en 1974, on fête les 50 ans là, de sa candidature à l'élection présidentielle, la première candidature écologiste à la présidentielle. Tout le monde rigolait en disant « oui, c'est ça, on aura plus d'eau, merci Jean-Pierre, vas-y, finis ta campagne, retourne où tu veux et laisse-nous tranquille ». Il se trouve que René Dumont était agronome, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, l'agriculture, et que c'est parce qu'il était agronome qu'il était venu à l'écologie. Et en fait, ces personnes ont été des précurseurs. Elles ont été très courageuses parce que c'était vraiment prêché dans le désert à l'époque et que sans doute est-ce plus... je ne vais pas vous dire que c'est confortable d'être écologiste aujourd'hui, mais au moins les gens comprennent. C'est-à-dire qu'au fond d'eux, ils savent que bon, ils peuvent être d'accord, pas d'accord, mais ça ne sort pas de nulle part. Je pense que dans la société actuelle, il y a potentiellement la classe écologiste, ce que Bruno Latour, le regretté philosophe de l'écologie qui est décédé il n'y a pas longtemps, appelait la classe écolo, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui dans un coin de leur tête ont un peu d'écologie dans ce pays. Potentiellement, cette classe, elle est majoritaire. Mais, vous savez, c'est comme on parlait de la classe ouvrière, de la classe paysanne, c'est pas une classe qui est structurée, qui est organisée, qui est consciente d'elle-même, alors qu'en face, ils le sont. Je pense que sur les combats que l'on mène, on a bien compris qu'ils l'étaient, et que, du coup, l'idée qui nous est venue, bon, il y avait ce parti Les Verts, puis Europe Écologie Les Verts, mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait un mouvement de masse écologiste dans ce pays, qu'il fallait abolir un peu les frontières, mais on l'a toujours un peu fait chez les Verts, entre d'un côté les politiques et de l'autre côté les associatifs, et d'ailleurs c'est ce que je vois en me déplaçant beaucoup sur le territoire. Souvent ce sont les mêmes, ce sont les personnes engagées qui vont avoir... Tout le monde n'est pas engagé partout, mais en fait quand tu regardes, souvent les gens ont plusieurs casquettes. Ils vont être militants et élus. Ils vont être adhérents ELV et parents d'élèves dans leur école et se battre contre les barquettes en plastique. Ils vont être syndiqués. Ils vont gérer le composteur de leur quartier. Enfin, en fait, c'est aussi beaucoup les mêmes personnes qui s'engagent. Et ce qu'on a vu aussi, alors vous savez, on a fait plein de choses pendant 150 jours. On a décidé de se taire et d'écouter. Et donc, on a fait une grande enquête en ligne. Il y a eu plus de 30 000 réponses, dont 75% de gens qui n'étaient pas adhérents chez nous ni ailleurs. Et ça nous intéressait beaucoup, parce que nous, la question qu'on posait, c'est bon, bah, ceux qui sont là chez nous, c'est bien, merci beaucoup, merci. Mais ceux qui ne sont pas encore là, c'est ce qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéressait, ceux qui n'étaient pas encore là et qui en fait auraient dû être là. Et donc, quand 75% des répondants n'étaient pas adhérents, on était contents, parce que ça veut dire qu'ils avaient compris le message, qu'on s'intéressait à ce qu'ils pensaient, qu'on voulait se taire et les écouter, qu'on voulait analyser ce qu'ils allaient nous dire et créer un mouvement à leur image. Si on avait créé le mouvement à l'image de
la direction qui venait être élue pour le mouvement, ben voilà, nous on était déjà là, donc à la limite, c'était pas ça le problème. On a aussi fait 250 soirées de ce genre sur tout le territoire. On a interrogé la société civile et les assos qui sont représentés ici ont répondu en leur demandant mais à quoi on peut vous être utile. Évidemment, nous sommes dans une relation, je dirais, non exclusive, parce qu'il ne s'agit pas de dire vous travaillez que avec nous, si vous travaillez avec un autre parti que l'autre, on ne vous parle plus jamais. Parce qu'évidemment qu'on a besoin de vous travailler avec tout le monde. Évidemment qu'on a besoin que vous ayez convaincre un maximum de personnes et on ne va pas dire ah non, toi tu as été à une réunion avec Emmanuel Macron, on ne veut plus jamais le voir. C'est le rôle aussi de la société civile que d'aller convaincre largement. Et donc on a été les interroger voilà, pour leur dire à quoi nous on peut vous être utile. On a décidé par exemple de mettre en place une application smartphone qui est en cours de déploiement, qui s'appelle Écolo, vous pouvez aller sur votre téléphone, la télécharger. Et donc le but c'est qu'elle vous serve, on va identifier toutes les actions écolo sur tout le territoire. Et donc ce ne sera pas juste les actions du mouvement les écolos, ce sera toutes les actions qu'on soutient. Et donc quand vous rentrerez votre code postal, on pourra vous proposer tout ce qui se passe autour de chez vous, de la fête de la MAP, à la conférence de Benoît Biteau, à la prochaine action de Bassine Non Merci, etc. Donc le but, c'est vraiment d'offrir voilà, un endroit qui fédère l'écologie, mais on le fait à notre manière. C'est-à-dire, je vous ai dit que c'était déjà une relation non exclusive et qu'on l'acceptait. Deuxièmement, il ne s'agit pas ni d'essayer de récupérer ou d'absorber ou de manipuler la société civile. Chacun est à son poste et on a besoin de tout le monde. Alors, il y a des gens qui peuvent être à plusieurs postes, mais voilà, on est très conscient qu'un parti c'est un parti, une asso c'est une asso, que des fois il faut s'aider, que des fois il faut être séparé, que des fois on sera ensemble. Il faut être très vigilant à ça. Et donc il y a plus de 180 assos qui ont répondu à ce questionnaire et ensemble, ces assos, ces 180 structures représentaient 2 millions d'adhérents. Et donc quand je vous dis qu'il y a de la place pour l'écologie dans ce pays, je le sais et je le vois. Et donc à partir de tout ça, on a créé ce mouvement Les Écologistes. Donc quand on vous dit que j'ai une réunion ce soir à 21h, c'est parce qu'on est en train d'écrire les nouveaux statuts, qu'on a encore une semaine pour les finir et pour les mettre au vote. Et donc on va les voter là en mars, et à partir du 18 mars, il y aura des nouveaux statuts à ce nouveau mouvement Les Écologistes, et donc l'adhésion sera officiellement ouverte, non plus à EELV, mais au nouveau mouvement Les Écologistes, et je pense que c'était au moment de l'histoire où nous étions très important, voilà, qu'on se dote d'un nouveau mouvement qui permette une massification, c'est-à-dire que ce qu'on a vu dans les sondages aussi qu'on a fait à l'époque, et ça nous disait la même chose que les questionnaires, c'est qu'en fait, l'engagement, ça fait peur. Et surtout l'engagement écolo. Il y a de plus en plus de gens qui se sentent écolos dans un coin de leur tête, qui sont émus quand ils se promènent en forêt, qui regardent des documentaires animaliers, qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Ça, il y a de plus en plus de monde. Mais de là à devenir à s'engager, c'est difficile parce que les gens pensent que le terme militantisme, c'est un peu péjoratif. Il y a beaucoup de jeunes qui disent bah, moi, quand je vais au repas de famille, bah, en fait, je veux pas. Vous savez, on a tous un tonton bourré qui dit des propos racistes à Noël, là, qui fait chier tout le monde. Lui, en fait, il s'en fout. Parce qu'en fait, il s'en fout. Il sait qu'il fait chier tout le monde, mais il s'en fout. Et même, il assume, et il reprend un verre, et il en rajoute des caisses encore jusqu'au dessert. Les militants écolos, en général, c'est l'inverse. Ils veulent pas déranger leur famille. Ils veulent pas être un poids. Ils veulent pas être le poil à gratter. Ou, voire même, ils ne se sentent pas assez légitimes pour l'être. En disant, bah, si je fais mon coming out écolo à ma famille, ils vont me dire ah bah alors t'es parti où en vacances, bah alors t'es venu en voiture, bah alors t'as mangé une rondelle de saucisson à l'apéro. Et en fait les gens ne se sentent pas assez légitimes pour assumer ça. Mais en fait nous non plus on n'est pas parfaits. Enfin je veux dire même la secrétaire régionale de ce parti essaye de ne pas prendre l'avion, sauf que là je vais aller en Outre-mer pour la campagne dénoncer tous les scandales environnementaux en Outre-mer, mais ils nous attendent, Sargasses, chlordécone, les lagons à Mayotte, la Guyane, leur paillage, ils disent nous on a besoin que vous veniez. Donc j'ai dit ok, j'ai pas pris l'avion depuis 5 ans, je vais le prendre pour aller le voir et pour le défendre. Mais vous voyez, personne n'est parfait. Mais il y a un truc quand on est écolo à toujours culpabiliser, à pas y arriver. Et puis surtout, en fait, du coup, la première marche de l'engagement, elle est très haute. Et puis les gens, ils se disent que s'ils s'engagent, ils vont avoir des problèmes. Parce qu'ils ont entendu Gérald Darmanin parler d'éco-terrorisme, qu'ils ont vu des images terribles sur BFM passer en boucle, et que, en fait, voilà, ils ont l'impression qu'ils s'exposent à être fichés, à je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc, d'ailleurs, tout est fait pour que ce soit le cas. Et donc, nous, ce à quoi on travaille, c'est à faire en sorte que cette première marche de l'engagement, elle soit plus basse, que ce soit pas un pas immense à franchir. Et donc, on va être un parti politique pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on va pas dire, d'abord tu prends ta carte, tu adhères, vas-y signe ton chèque, ok maintenant on discute. On va dire tu fais ce que tu veux, et on te propose d'abord d'être soutien. Et être soutien, c'est à peu près tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui nous ont dit, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'être formés. On veut avoir accès à des conférences, à des moments où on nous explique. Ou alors, par exemple, moi je prépare les municipales dans mon village, je veux pas avoir l'étiquette
l'étiquette politique, ça marche pas chez moi. Mais par contre, vous avez gagné des villes écolo, comment vous pouvez m'aider? Peut-être que vos maires, ils peuvent faire des masterclass, des formations, et donc on va organiser tout ça, et on va pas demander aux gens d'adhérer pour pouvoir suivre ça. On va aussi leur envoyer des informations, des newsletters avec le dernier rapport d'Oxfam, la prochaine pétition de Greenpeace, essayer d'agréger un peu tout ce qui se passe sur l'écologie. On va les inviter à des réunions locales, leur dire quels événements se passent autour de chez eux, et puis si à un moment il y en a qui ont envie d'adhérer, ils le feront en fait. C'est ok, mais c'est pas le but ultime de la vie. Et donc du coup, voilà, il y a des gens qui seront juste inscrits à notre newsletter, qui auront l'application, qui feront des réunions publiques peut-être de temps en temps, comme vous ce soir, et qu'on va, voilà. Et puis s'ils veulent adhérer, ils adhéreront. Et la différence entre les soutiens et les adhérents seront que les adhérents, c'est celles et ceux qui décident de prendre part aux décisions stratégiques du mouvement. Parce qu'il y a aussi des gens que ça intéresse de désigner les candidats, de réfléchir à comment on va faire pour telle élection, de travailler sur la démocratie interne. Ça intéresse des gens et d'autres non. Et donc on a décidé par exemple que pour participer aux commissions thématiques du mouvement, il y en a une trentaine aujourd'hui, évidemment paix et désarmement, tu pourras t'inscrire, la copine du mouvement pour la paix, sur l'espéranto, il y en a sur plein de choses, et puis sur l'économie, et puis sur la santé. Et donc du coup par exemple pour aller travailler dans ces commissions, à notre projet, à nos programmes, il n'y aura pas besoin d'être adhérent, ce sera ouvert. Alors par contre, il faudra dire qu'on se reconnaît dans nos valeurs, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Mais voilà, donc c'est un mouvement très ouvert qu'on est seulement en train de créer, c'est un moment assez émouvant de lancer un nouveau mouvement. Mais voilà, c'est pas un nouveau mouvement qui sort de nulle part, il s'inscrit dans la durée. J'étais très émue tout à l'heure parce qu'il y avait les copains qui étaient à la manif à Vierzon et je me suis retournée, ils avaient leurs 3 drapeaux. Il y avait un drapeau Les Verts, un drapeau Europe Écologie et un drapeau Les Écologistes. J'avais l'impression que c'était un musée vivant de l'histoire de l'écologie. Et voilà, c'était juste des copains militants qui avaient sorti les drapeaux de leur cave. Et donc voilà, moi je suis extrêmement fière de l'histoire de ce mouvement, très préoccupée par tout ce qu'on a à faire. Je sens beaucoup d'éco-anxiété et une copine tout à l'heure, c'était toi qui me disait que voilà, il y avait le Larzac et elle me disait on s'est endormi au moment de François Mitterrand et je m'en veux. J'ai dit ne t'en veux pas, déjà ça sert à rien, hein, c'est fait. Et puis voilà, enfin je vais dire, si c'est nous qui culpabilisons dans cette affaire, c'est quand même un con, quoi. Parce que je vois dans cette salle que des personnes qui se bougent depuis le début sur des causes qui ne sont pas faciles. Et moi, j'ai fait les trucs du compteur Gégère sur le passage des trains et tout seul avec un Beaumont. Et c'est vital. Et en fait, moi, on a toutes les raisons de déprimer. La situation locale, ici, vous en avez parlé, nationale, internationale, est terrible et extrêmement préoccupante. Mais j'ai aussi beaucoup de raisons d'avoir de l'espoir. Et je vais finir par ça, comme ça, vous n'allez pas sortir déprimé. La première chose, c'est que, moi je le vois au cours de mes déplacements, c'est pas vrai que tout le monde est résigné, que les gens en ont marre. Je ne croise que des personnes formidables comme vous, qui inlassablement depuis des années ou très récemment qui s'y mettent, comme le copain maraîcher tout à l'heure qui plaque sa carrière de journaliste pour dire maintenant je fais du maraîchage bio ici à Bourges. Enfin en fait, il y a quelque chose de vivant dans ce pays. Il y a des personnes qui ne se résignent pas, qui ont décidé de répondre à toutes les enquêtes publiques pour aller défendre une cause, qui se mobilisent contre des projets et parfois on gagne, que ce soit politiquement ou en justice. Enfin, moi j'en vois partout, et des gens d'une richesse et d'une force incroyable qui donnent aussi beaucoup de force. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on organise aussi, plutôt que déprimer chez nous à dire mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est de se rendre compte de la richesse de l'écosystème qu'on forme ensemble. La deuxième chose, c'est que les écologistes, au sens large, changent déjà la vie de millions de Françaises et de Français dans ce pays, parce qu'ils dirigent des grandes villes où il y a beaucoup d'habitants. Alors, moi, je suis l'exemple inverse, vu que j'habite dans une ville dirigée par des fachos, c'est beaucoup moins agréable. Mais vous voyez, moi, j'en étais émue aux larmes ce soir de juin 2020, où on a vu les villes écolos tomber l'une après l'autre. Parce que je pense que, et je le vois parce que ils m'invitent souvent pour me montrer ce qu'ils font, et c'est dingue, quoi, déjà en 3 ans, ce qu'ils ont pu faire. Et aussi, on voit aussi la résilience, c'est-à-dire que, vous voyez, sur des petites politiques, à quel point la nature revient en ville, à quel point la biodiversité, c'est tragique ce qui se passe aujourd'hui sur la biodiversité, mais on voit aussi, sur le climat, c'est faux, le pas de temps est énorme, mais il y a des moments, vous voyez tout à l'heure, le maire, là, dans le village où on est allé, qui disait, il s'est occupé un peu du cours d'eau, il avait fait sauter quelques barrages, et tout d'un coup, la vie reprend très vite ses droits. Et dans les villes écolos, on voit qu'en 3 ans à peine, les résultats sont là. En termes de biodiversité, mais aussi en termes de... Ça se chiffre en kilomètres de pistes cyclables qui ont été installées, ça se chiffre en nombre de repas bio et locaux dans les cantines, ça se chiffre en îlots de fraîcheur créés. Je peux vous dire que quand on est en pleine canicule, on voit la différence quand on habite dans une ville écolo ou pas. Et je trouve ça vraiment extrêmement précieux. Alors c'est vrai qu'on dit parfois qu'on est à un moment où c'est écologie ou barbarie, mais moi je pense que les gens ne sont pas dupes.
Sur les barrages des agriculteurs, j'en ai vu s'acheter des bottes toutes neuves puis faire semblant de mettre de la terre dessus pour montrer qu'elles avaient servi plein de fois alors que c'était pas vrai. Et aller se précipiter en disant je vous ai compris mais moi j'arrête pas de dire comme vous. Et c'était les mêmes, qu'ils soient macronistes, fascistes, les républicains, c'est les mêmes qui nous emmerdent avec leur projet d'anthropologistique construit sur des terres agricoles. C'est les mêmes qui se moquaient de nous parce qu'on ne voulait pas voter les traités de libre-échange et qui nous faisaient passer pour des protectionnistes, je sais pas quoi, qui n'avaient rien compris à l'économie. C'est les mêmes qui votent la PAC, et on est ici avec Benoît Biteau, dont on est tous extrêmement fiers, qui se bat sur le projet à Bruxelles. Et vous pensez que c'était agréable d'être Benoît Biteau quand on défendait la PAC en expliquant que les aides à l'hectare, c'était peut-être pas très juste parce que c'était le plus gros qui avait le plus d'aide? Bah non, en fait. Et là, aujourd'hui, alors là, en une semaine, tout le monde est venu contre le Mercosur, pour les terres agricoles, en fait, pour tout ce qu'on racontait depuis 40 ans seul, donc bah, tant mieux. Mais je pense que voilà, les gens se rendent bien compte. Vous voyez, là, tout le monde dit la loi Egalim, il faut l'appliquer mieux. Ah bah c'est sûr, la restauration collective dans ce pays, c'est 3,4 milliards de repas par an. Et donc, quand les agriculteurs disent bah, « moi je suis en bio, j'arrive pas à trouver les débouchés, etc. », bah, la réalité c'est que si toutes les villes appliquaient la loi Egalim qui donne des objectifs très stricts de repas bio et locaux dans les cantines, on n'en serait peut-être pas là. Et que si tout le monde avait le même taux de repas bio et locaux dans les cantines que les villes écologistes, on n'en serait pas là. Et ça, c'est bien nous qui l'avons fait, pas tous ceux qui se précipitent, dire « Ah mais bien sûr, on n'arrête pas de le dire. » D'ailleurs, c'est de la faute des écolos, évidemment, comme d'habitude. Et voilà, et c'est devenu n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même... Vous savez, il y a eu des inondations dans le Pas-de-Calais, et j'ai fait un déplacement, on m'a dit « Apparemment, les inondations, il y a un maire qui a dit que c'était de la faute des écolos. » J'ai dit « Ah bon oui, parce qu'ils veulent le curage des fossés, je sais pas quoi. » Là. Et je dis « Mais c'est qui le gars qui... » Moi, quand on me dit c'est des écolos, j'ai l'impression que c'est un mec qui a sa carte chez moi. Je dis « C'est qui le gars ?» Et on me dit non, non, mais c'est l'Adréal. Je dis, mais l'Adréal, c'est pas les écolos, l'Adréal, c'est l'État. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est devenu... vous savez, c'est que depuis l'Antiquité, ça existe, c'est le phénomène de bouc émissaire. C'est-à-dire que vous êtes un politique, vous savez plus quoi raconter, vous n'avez plus aucune solution, vous êtes en roue libre totale, vous êtes paumé, et donc, bah, il faut désigner un bouc émissaire. Comme vous savez pas quoi raconter d'intelligent, vous dites, c'est de la faute de eux. Alors, ça a été certaines populations, ça a été... Enfin, c'était vraiment le truc du bouc émissaire, et là, ils ont voulu faire des écologistes des boucs émissaires. Sur la crise agricole, ça leur est arrivé sur 2-3 autres sujets, mais les gens se rendent bien compte quand même que ça n'a pas de sens. Et comme j'ai décidé d'être toujours positive, vous l'avez compris, parce que sinon on n'y arrivera pas, et ben en fait on s'est servi de cette séquence pour raconter ce qu'on avait envie de raconter. Et ça faisait, avec Benoît qui vous en parlera mieux que moi, ça faisait pour Benoît des années, pour moi en tant que secrétaire national des mois, mais je peux vous dire que je suis une fille d'agriculteur et que c'est un sujet que je travaille beaucoup depuis des années aussi. Ben en fait, on essayait d'en parler. On avait le 13 novembre dernier organisé dans toute la France 10 déplacements. Alors moi j'étais dans l'Aisne avec Yannick Jadot, enfin, on était dans tout le territoire, dans les fermes, parce qu'on voulait parler de nos propositions sur l'agriculture, parce qu'il y avait une loi sur l'agriculture qui était censée arriver avant la fin de l'année 2023 et qui est toujours pas là. Et preuve qu'ils avaient bien compris l'urgence de la colère agricole, n'est-ce pas, à tous ces gens. Et nous, on avait nos petits livrets avec nos propositions, et on est allé dans 10 exploitations partout sur le territoire, parce qu'on voulait mettre ce sujet à l'agenda. Alors, il y a eu des articles de la presse quotidienne régionale, ça a été un petit peu suivi, mais au niveau national, les journalistes ne se sont pas occupés. Vous savez, les journalistes politiques, moi, des fois, j'essaie de leur parler de la biodiversité, ils disent non, mais nous, on n'est pas la rubrique planète, hein. Nous, on est la rubrique politique. Et alors, sinon, la NUPES, alors sinon, Jean-Luc Mélenchon, et alors sinon... Mais nous, on leur dit, ok, tout ça est intéressant, mais est-ce qu'on peut parler de la biodiversité, des oiseaux qui disparaissent? Non, non, mais ça, vous voyez que le service environnement. Nous, c'est service politique, c'est sérieux. Et tout d'un coup, grâce à la colère des agriculteurs, finalement, qui étaient là depuis longtemps, mais tout d'un coup, ça a pris de l'ampleur, c'est devenu un phénomène médiatique, le sujet s'est mis à l'agenda. Et moi, je trouve ça extrêmement triste que dans ce pays, pour mettre un sujet à l'agenda, qui est grave, et c'était grave avant qu'ils bloquent la France avec des tracteurs, hein. Le fait que Lactalis achetait les 1000 litres de lait 455 € il y a un an et 405 € un an plus tard, que quand vous achetez une bouteille de lait Lactalis à 1,26 €, enfin Lactel, vous avez 40 centimes à peu près pour le paysan, et le reste, bah, bien sûr, il y a les salaires qui sont payés, etc., mais c'est surtout des marges, et qu'à la fin, Lactalis, c'est pas une scope qui reverse à ses salariés comme va le faire Biocop, hein. C'est 2 frères et une sœur. Et à 3, ils ont une fortune de 43 milliards d'euros. C'est ce que gagnerait un éleveur bovin s'il travaillait 2 500 000 ans. Et donc forcément que ça ne peut pas tenir dans la durée. Forcément que c'est pas juste et forcément que ça allait craquer. Et donc ça a craqué. Ça a craqué parce que les producteurs, différents producteurs, laitiers, céréaliers, maraîchers, le prix auquel ils vendent leur production en un an a baissé de 9%.
mais le prix auquel vous, moi, nous l'achetons a augmenté de 8%. Et donc nous sommes tous les dindons d'une même farce. Par contre, l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique aussi, ceux qui vendent les semences et les produits phytosanitaires, et puis la grande distribution, je ne parle pas de Biocop, hein, vous l'avez compris, mais des grandes surfaces bien connues, eux, leurs marges ont explosé de 80% en 18 mois. Et donc, forcément que ça devait craquer. Ça a craqué, et là, les journalistes sont venus me voir en disant vous nous prévenez si vous allez visiter une ferme bientôt ? Bah, on vous prévient, mais on le fait à chaque fois et vous venez pas. Oui, mais là, ça nous intéresse. Pourquoi ça les intéressait? Parce qu'ils pensaient qu'on allait se faire secouer comme des pruniers là, par quelqu'un de la FNSEA, que ça ferait des images chocs, une grosse embrouille entre les écolos et les agriculteurs. BFM a organisé une soirée où on n'a rien compris, parce que c'était tout début de la crise, et moi il m'appelle, est-ce que vous voulez faire une soirée face à des agriculteurs? Oui, pas de problème. Puis après Yannick Jadot me dit qu'il a été appelé. Puis après Benoît Biteau me dit qu'il a été appelé. Je dis, c'est quoi leur soirée là? C'est bizarre quand même. Donc moi je l'ai appelé en disant, vous avez invité les autres partis? Non, non, on veut que des écolos. Je dis, mais vous êtes en train d'organiser une confrontation quand même, vous voulez que c'est un tribunal populaire en fait le truc, on va... Non, non, pas du tout. Bon, nous on s'est pointé 1 heure avant pour rencontrer tout le monde avant, et au bout d'1 heure, tout le monde s'entendait très bien. L'émission commence, et là on voit le titre s'afficher, écologiste, agriculteur, la fracture. Et donc je leur dis, vous auriez au moins pu mettre un point d'interrogation, quoi, qu'on voit ce qui se passe. Et en fait, la soirée a démontré exactement l'inverse. On était d'accord sur un... Bon, il y avait Willy Schrein, on n'était pas très d'accord, mais je pense que c'est tout à notre honneur. Mais les autres, ça marchait bien. Et ils nous ont invités dans leur ferme en sortant. Et donc du coup, voilà, je trouve que c'est une séquence qui est intéressante parce qu'on ne s'est pas dit qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, faisons une nocturne pour organiser une stratégie, trouver des propositions à la va-vite. On y a été avec notre spontanéité, avec notre sincérité, avec notre cœur aussi, avec notre projet, avec ce qu'on raconte depuis 40 ans, avec constance et cohérence. Et je pense que c'est ça qui a été porté à notre crédit, je pense que ça s'est senti. Et on me dit, puisque j'ai pas mal de collègues dans le secteur agricole, que le secteur agricole tend l'oreille à ce qu'on raconte. Parce qu'il y a ceux qui sont nos compagnons de route de toujours, la conf, les bio, etc. Et puis il y a les autres qui, dont les pratiques actuelles ne sont pas alignées avec ce qu'on raconte, certes, mais qui se rendent bien compte que ça ne marche pas. Pourquoi ils s'en rendent compte? Parce que la nature, c'est leur métier. Et qu'ils la traitent bien ou mal. Ils ont, comme ils le disent, les pieds dans la terre toute la journée. Et qu'ils voient bien que s'ils ne protègent pas leur sol, que s'ils ne protègent pas l'eau, alors ils ne protègent pas leur métier. Les jeunes agriculteurs dont on dit parfois qu'ils sont véhéments, en fait, eux, ils ne vont pas être en retraite dans 2 ou 3 ans. Eux, ils se projettent dans leur métier jusqu'en 2050. Et ils voient bien qu'en 2050, dans une France à plus 4 degrés, avec beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui, ils ne pourront pas faire du maïs, par exemple, dans tous les endroits où ils en faisaient avant. Et donc, moi, ce que je ressens, puisque on ne va pas voir que nos copains en ce moment, on va voir tout type d'exploitation, je ressens beaucoup de bienveillance, d'accueil, d'écoute mutuelle. Je pense qu'on est en train d'essayer de faire baisser les préjugés que c'est assez payant parce que moi-même, les mecs de la FNSEA qui sont un peu tout ça, ils me disent en fait, nous, on voit bien qu'on va devoir changer, mais il faut nous expliquer comment on fait. Vous voulez plus... Par exemple, moi, les betteraviers chez moi, ils disent on n'a plus le droit de faire les néonicotinoïdes, mais alors comment on fait quand il y a le puceron jaune pour ne pas perdre notre récolte parce que les assurances c'est très cher? Et pourquoi les produits d'importation, eux, en contiennent? Si c'est si mauvais, alors il faut l'interdire complètement sur le territoire national. Ils posent des questions qui sont justes. Donc je pense que la profession a compris. Par contre, ceux qui n'ont rien compris, c'est le gouvernement. Là, je vois comme ça, il y a un petit suspense. Et ce sera ma conclusion. Mais je trouve que la suspension du plan éco-phyto qu'ils ont proposé, vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils n'ont pas de solution, ils ne savent pas remédier au truc des revenus parce qu'ils ne s'en prennent jamais aux plus puissants et à ceux qui ont l'argent dans ce pays. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent comme ça, comme une victime expiatoire, en offrande, le plan éco-phyto. Sauf que le plan éco-phyto, c'était pas pour faire plaisir aux écolos. C'était pour protéger la santé des Français, que ça fait 15 ans qu'on nous promet que là, vraiment, c'est sûr, ça va baisser, qu'on va prendre de grandes mesures, et ça fait 15 ans qu'il ne se passe rien. Et alors moi, j'adore les agriculteurs, mais là en Picardie, à un moment, j'aurais dit quand même, parce qu'ils me disaient tous, non mais nous, on fait des pesticides, bon, ils font des betteraves, mais on en met le minimum du minimum, on n'en met quasiment plus. Et je dis, mais je ne rencontre toute la journée que des écolos qui n'en mettent quasiment plus, mais dans notre territoire, l'eau du robinet, elle est interdite à la consommation. Donc c'est quand même bizarre, c'est que personne n'en utilise, ou alors tout petit peu, mais on ne peut pas boire l'eau du robinet. Et quand on regarde l'application du plan éco-phyto, entre les objectifs, baisser de 50% l'utilisation des pesticides et la réalité, en 2018, on avait une augmentation de 20% des ventes, mais en fait, il y a un truc qui ne colle pas. Donc c'est pas possible que tout le monde en utilise de moins en moins, tout petit peu, et que les ventes augmentent de 20%, par exemple, c'est un peu bizarre. Donc vous voyez, il y a ce gouvernement
n'a rien résolu au problème de revenus des agriculteurs, mais a sacrifié la santé des Français. Et ça, c'est irresponsable, parce qu'ils ont vu dans les yeux la colère des agriculteurs, mais ils ne se sont pas préoccupés de celle des parents qui sont inquiets pour la santé de leurs enfants. On avait été voir avec Benoît un cluster de cancer pédiatrique dans la vallée de l'Aunis où voilà, les enfants, toute une agglo sont tombés malades. Et quand vous ramenez votre gamin en chimio 2 fois par semaine, des petits bouts et tout d'un coup on voit le gouvernement, c'est bon, il suspend des cofito, c'est une mesure d'intérêt général national parce que vraiment la situation est trop grave, bah franchement ça donne envie de chialer. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des écologistes, donc nous ne nous résignons pas. Je pense que ce sujet fait réfléchir beaucoup de monde et qu'il y a des élections européennes bientôt. Et je pense que vous savez, des fois, il y a des moments où tous les partis sont écolos, soi-disant. Et d'ailleurs, l'argument, c'est pas la peine de voter pour les écolos, puisque tout le monde est écologiste. L'écologie, c'est tout le monde, ça ne leur appartient pas. Bah, ce serait mon rêve, en fait, moi, que ça ne m'appartienne pas, que tout le monde soit écolo. Le problème, c'est que la réalité, c'est pas ça. Et qu'il y aura, en fait, un bulletin, le 9 juin, qui permet de mettre un bulletin vert dans l'urne, un bulletin d'espoir, un bulletin pour la paix, un bulletin contre le nucléaire, un bulletin contre les méga-bassines, un bulletin pour donner plus de poids à Benoît Biteau, pour qu'à la prochaine réforme de la PAC, qui est l'année prochaine, il l'écoute avec plus d'attention et qu'on puisse enfin avoir des aides de la PAC qui ne bénéficient pas qu'aux plus gros, mais à ceux qui prennent soin de l'environnement, à ceux qui créent des emplois, trucs normaux en fait, de bon sens. Et donc voilà, pour plus de justice sociale, pour plus de justice environnementale, parce que les deux sont liés et que l'écologie ne sera jamais acceptable si elle n'est pas juste, si elle n'est pas expliquée, si elle n'est pas faite de manière participative. Les décisions, enfin moi quand les macronistes font de l'écologie, ça me sidère. Ils sont là, bonjour, les agriculteurs, vous payez le GNR, là, votre gasoil pour le tracteur, vous payez autant, ben maintenant c'est autant. Parce que c'est incitatif, c'est pour l'écologie. Mais c'est incitatif de quoi? Vous pensez qu'ils vont aller moissonner en bicyclette? Une taxe incitative, c'est quand tu peux faire autrement. C'est genre, bah, tu fumes, je vais doubler le prix de ton paquet de cigarettes, ça va t'inciter à ne pas fumer. Mais les agriculteurs, ils ont été piégés. Les 70 millions que cette mesure coûtait en tout, ça a été payé par tous les agriculteurs. La filière des tracteurs électriques, elle n'existe quasi pas, et ils en ont besoin pour travailler. Et donc, ils étaient pris au piège. C'est de l'écologie punitive. C'est ça, l'écologie punitive. C'est l'écologie quand c'est mal fait par des gens qui n'y connaissent rien. Et en plus, il leur avait promis que les 70 millions d'euros seraient intégralement reversés à la profession. Mais ce qu'ils n'avaient pas dit, c'est que Bercy avait négocié avec la FNSEA, les plus gros, et que les mesures de compensation, ce à quoi les servir ces 70 millions d'euros prélevés sur tout le monde de manière piégeuse, c'était par exemple pour que quand vous vendez votre ferme, vous êtes exonéré de plus-value jusqu'à 450 000 euros vous êtes exonéré de droits de cession jusqu'à 350 000 euros de droits de plus-value. Ils ont augmenté ce seuil à 450 000 euros. Vous pensez que combien a plus de 350 000 euros de plus-value sur la vente de sa ferme? Ça concerne quand même pas grand monde. C'était ça les mesures de compensation. C'est Robin des Bois à l'envers. On prélevait sur tout le monde pour reverser aux plus riches. Évidemment, quand ils sont revenus vers leur base, les gens ont dit bah non, on n'est pas d'accord, et que ça a pété. Donc vous voyez, l'écologie n'est pas le problème de la crise agricole actuellement. La manière dont les macronistes font de l'écologie est un problème, je le dis et je l'assume, parce que l'écologie, c'est pas ça. L'écologie, c'est de la joie, c'est du bien-être paysan, du bien-être animal, bien sûr. Quand on parle d'agriculture, c'est bien aussi de parler de bien-être animal. Et c'est aussi du bien-être alimentaire, c'est du bien-être sanitaire, c'est du bien-être tout court, quoi. Et donc, c'est des choses assez simples. Et donc, je pense que c'est un beau projet que nous avons emporté. Je vous remercie toutes et tous parce que quel que soit l'endroit d'où vous parlez, vous êtes venus à cette soirée, donc c'est que vous êtes plus ou moins sensibles à ce qu'on raconte. Je vous en remercie énormément, et ce que je propose, c'est qu'on continue. Oui.